Micro du coup. Ouais, super. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, normalement, vous voyez mon écran, vous m'entendez bien. On va attendre un petit peu de temps avant de lancer la présentation. Merci à ceux qui sont déjà là pour ce deuxième numéro. On va attendre peut-être 3-4 minutes, comme la dernière fois, avant que tout le monde nous rejoigne. Entre-temps, à la limite, Caroline, ce que je peux te proposer, c'est peut-être, en guise de brise-glace, de peut-être lancer le premier questionnaire, savoir un peu d'où vous nous regardez. On aime bien faire effectivement ces petits exercices. Au moins, on peut vous poser des questions, ça peut être un peu plus immersif. Donc Caroline, dès que tu peux le lancer, tu me dis. Et comme ça, en attendant, ça nous permettra d'attendre que les gens nous rejoignent en direct. Je pense qu'on va lancer d'ici 11h, 11h33, 11h34. On aura 45 minutes devant nous avec la démo à la clé. Je le redirai, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a des gens qui sont là, notamment pour vous répondre, soit par écrit, soit si effectivement les questions sont un peu compliquées à répondre par écrit, on les pingera en haut pour que je puisse y répondre en fin de présentation. Et l'idée, c'est que ça soit plus clair pour tout le monde une fois que la présentation sera terminée. Donc, n'hésitez pas honnêtement à poser toutes les questions. On va essayer de rentrer dans du concret assez rapidement sur un cas d'usage spécifique. Donc, l'idée, c'est que normalement, ça va éveiller, ça va lever plein de questions de votre côté. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat pour ça. Et nous, le reste de l'équipe est là pour y répondre, que ce soit par écrit ou même à l'oral en fin de présentation. On va encore attendre une petite minute avant que tout le monde nous rejoigne. Vous voyez bien mon écran normalement si tout est bon. Hop. Et à la limite, avant d'y aller, je vais en profiter pour me présenter. Je vois qu'il y en a qu'on connaît déjà, notamment des clients avec qui qu'on a accompagnés sur pas mal de sujets, des gens qu'on connaît parce qu'on est en discussion avec eux. Pour me présenter rapidement, donc je suis Mehdi, je suis responsable de la partie agence. Vous le verrez dans la deuxième slide, on va vous présenter un peu l'écosystème Cube. Effectivement, on a deux activités différentes. Il y a l'organisme de formation et l'agence. Moi, du côté de l'agence, donc je gère la partie projet et notamment cette offre d'agent IA. Et donc, je suis dans l'agence depuis maintenant 5 ans, 5 ans à la fin du mois. Donc, on a vu pas mal de choses passer. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement vous projeter sur ce qui est faisable avec ces agents. Alors, bon, 11h33, je pense qu'il y a du monde qui va nous rejoindre au fur et à mesure de la présentation. On va pouvoir y aller puisqu'on n'a que 45 minutes. Donc, ravi de pouvoir vous présenter notre agent Emma aujourd'hui. Donc, c'est le deuxième numéro des webinars qu'on va essayer de faire régulièrement toutes les 3 semaines, avoir un webinar où on va présenter un cas d'usage ou un agent IA en particulier. C'est toujours beaucoup plus parlant de faire ça. Ça vous permet aussi de vous projeter dans vos propres activités, dans vos propres métiers, de voir ce qui est faisable. Donc, on va passer 45 minutes ensemble pour notamment vous présenter Emma. La première partie, on va la faire assez rapidement. On va vous présenter le contexte, donc qui on est chez Cube, ce qu'on fait et les problèmes que l'on adresse, notamment en accompagnant nos clients et les discussions qu'on peut avoir avec les différents prospects au quotidien. On se rend compte qu'il y a beaucoup de patterns qu'on va retrouver, que les personnes qui viennent nous voir ont souvent quand même des problématiques similaires, pas sur les mêmes métiers, pas sur les mêmes objectifs, mais on peut retrouver des patterns assez similaires et c'est ce qui est intéressant. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation d'Emma, notre assistante IA dédiée à la prospection et à l'onboarding, plutôt sur un focus RH.
On pourrait imaginer d'autres cas d'usage, mais là, on va vraiment se focaliser sur des sujets RH. Donc, une démonstration concrète d'Emma via de la prospection sur des sujets de prospection et d'onboarding candidat. Et ensuite, on va reprendre un peu de hauteur et on va parler des résultats, de pourquoi on estime que c'est important d'avoir une approche héroïste quand on va intégrer des sujets d'intelligence artificielle, notamment via de l'automatisation et des agents IA. Et ensuite, à la fin, s'il y a des questions en suspens qui n'ont pas été répondues dans le chat, avec grand plaisir, on y répondra de vive voix sur la fin de la présentation. Donc, ça va être assez short, mais l'idée, c'est qu'on puisse tout faire rentrer en 45 minutes pour pas trop prendre de votre temps sur la pause repas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat s'il y a des questions. On est là pour ça et on peut y aller. Alors, très rapidement, historiquement, donc Cube, on est une agence de développement low code et IA. Je ne vais pas trop parler de jargon, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On a été créé en 2019. On accompagne historiquement des TPE, PME et on a même accompagné des plus grands groupes dans l'optimisation de leur opération. Typiquement, on a lancé l'activité donc en 2019 sur de la création d'outils métiers sur mesure avec des technologies no-code, low-code. Et il y a 1 an et demi, on a fait un constat, on a vu une rupture sur le marché et on s'est rendu compte que l'IA était devenue suffisamment simple, stable et accessible pour être appliquée à des tâches du quotidien, peu importe la taille de la boîte. Il y a encore quelques années, l'intelligence artificielle était vraiment dirigée sur des projets à très gros budget, plutôt dans des grosses boîtes. Là, aujourd'hui, on se rend compte que même des petites boîtes souhaitent quand même automatiser leur process, se rendre compte que c'est un virage qui est important, un virage stratégique à prendre. Comme toute révolution technologique, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Il faut pouvoir être accompagné sur ces sujets-là. Mais ce qui est clair, c'est que les entreprises qui ne vont pas s'adapter dans les prochaines années, qui ne vont pas prendre ce virage, vont être relativement dépassées, comme on a pu le voir sur d'autres révolutions technologiques. Donc, l'idée, c'est pas de mettre de l'IA partout, ça n'aurait pas de sens et ça serait d'ailleurs même assez dangereux. L'idée, c'est de se dire que chaque entreprise peut avoir des processus, des choses qu'ils peuvent automatiser pour justement passer plus de temps humain sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc, c'est un peu cette raison pour laquelle nous, on a créé une nouvelle offre d'agent IA opérationnel en quelques heures. Le principe, il est plutôt simple. Quand on accompagne nos clients, l'idée, c'est de renforcer une équipe, enfin, leur équipe, leurs collaborateurs, avec un ou plusieurs employés IA qui vont être fiables, disponibles, généralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important notamment pour certains secteurs d'activité et des agents qui vont être évolutifs et qui vont être rapides à déployer. Donc historiquement, nous, ce qu'on a fait depuis 2019, on a travaillé sur plus de 300 projets, à peu près dans un peu plus de 250 entreprises. Il y a des entreprises qu'on a accompagnées sur plusieurs chantiers, digitaux. Et on a travaillé en France comme à l'international. Aujourd'hui, la France représente un peu plus de la moitié de ce qu'on fait en termes de business, en termes d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi pas mal de chantiers et de clients sur l'international. En parallèle de l'agence, ce que je disais au début du webinaire, on a lancé il y a 3 ans une activité d'organisme de formation sur lequel on a formé déjà plus de 2000 apprenants sur les métiers du no-code, du product et de l'automatisation. Et donc, c'est important pour nous de mettre ça en avant. Pourquoi? Parce qu'on a une particularité dans l'ADN et c'est ce qui est plutôt apprécié par nos clients, c'est qu'on a une équipe hybride. On va avoir une équipe à la fois technique, de par notre ADN d'agence, d'intégration technique et de développement. Et on va avoir aussi une vraie casquette de pédagogie, plutôt grâce à l'organisme de formation, qui va nous permettre d'accompagner les équipes de nos clients dans cette transition. On a un vrai rôle d'accompagnement et presque de conseil. On aime bien pousser des audits en amont parce qu'encore une fois, mettre de l'IA partout, ça n'a pas de sens. Mettre de l'IA sur des process qui ne sont pas de base des process sains et des process structurés, ça n'aurait pas de sens et ça serait même d'ailleurs contre-productif et dangereux parce qu'il n'y aurait pas assez de garde-fous. Donc vraiment, on a un rôle où on aime bien accompagner les clients à la fois dans la réflexion de ce qui peut être automatisable et aussi dans la mise en place et ensuite dans l'accompagnement sur le côté pédagogique, de faire en sorte que l'ensemble
des collaborateurs qui vont être amenés à travailler avec ces agents IA puissent quand même, euh, puissent quand même comprendre comment ça fonctionne et qu'on puisse les accompagner dans la conduite du changement. Je vais aussi passer rapidement sur cette slide, mais elle est hyper importante. On retrouve souvent les mêmes patterns quand on accompagne des clients ou que des prospects reviennent nous voir. On retrouve, la liste pourrait être plus importante, mais on va retrouver 4 points qui reviennent assez régulièrement. Le premier constat qu'on va faire systématiquement ou presque chez nos clients, c'est que 70 à 80% des tâches opérationnelles sont encore gérées manuellement. De quoi je parle quand je parle de gestion manuelle? Je vais parler de qualification de lead, de réponse aux questions récurrentes, de mise à jour de CRM, de coordination d'agenda, de relance client, etc. Tout ça, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont gérées manuellement. Ça peut paraître un peu particulier, mais c'est ce dont on se rend compte dans la vie de tous les jours quand on discute avec eux. Et le problème, c'est que ces tâches vont prendre énormément de temps à vos équipes, mais au final, elles vont créer assez peu de valeur. Alors, elles auront de la valeur, mais pour le coup, par rapport au temps qu'elles prennent, le ratio n'est pas suffisamment héroïste ou intéressant pour se dire qu'on va passer autant de temps sur quelque chose qui va rapporter peu de valeur. Et pour le coup, ce n'est pas là où vos équipes vont briller, ce n'est pas là où elles vont être heureuses de travailler. Et surtout, ça c'est un point important, ça ne va pas scaler. Si vous voulez doubler votre volume de leads, de clients, de recrutement, par définition, vous allez devoir doubler vos équipes. Votre croissance, elle va être directement limitée par votre capacité à recruter. Ça, c'est le premier exemple. Et d'ailleurs, c'est le premier point. Et on pourrait donner plein d'exemples. Un recruteur qui va passer en moyenne 5 à 10 heures par semaine juste pour sourcer des profils sur LinkedIn. Un commercial qui va passer plusieurs heures par jour à mettre son CRM à jour et à faire des relances. Une équipe support qui va répondre 50 fois par jour aux mêmes 10 questions. Tout ça, c'est des choses qui ont certes de la valeur si on les prend à bas niveau, mais tout ça accumulé, au final, on va se rendre compte qu'on passe beaucoup trop de temps pour ce que ça apporte. Le point 2, c'est plutôt des sujets souvent internes qui nous sont communiqués. C'est qu'en fait, l'information, elle va exister, l'information interne, mais elle va être éclatée, elle va être assez compliquée à mobiliser. Nos clients vont avoir des playbooks, des procédures, des argumentaires commerciaux, des FAQ internes, etc. Mais en fait, tout ça va être généralement reposé sur 1, 2, 3 experts en interne et pour le coup, on va créer de la dépendance à ces experts en interne. Moi, j'aime bien utiliser l'image du sage autour du feu et en fait, il y a l'ensemble du village qui vient poser la question à ce sage ou à ces sages. Et pour le coup, on crée une dépendance qui est assez dangereuse. Et donc, les collaborateurs vont perdre énormément de temps à aller poser les questions. Sarah, c'est quoi le pricing de l'offre premium? Paul, comment est-ce qu'on gère ce type de demande? Marie, quels sont les délais de livraison pour ce type de produit? Et en fait, on va retrouver, le résultat, il est assez palpable. On va retrouver des incohérences dans les réponses, pas mal de pertes de temps et surtout une mauvaise expérience pour les clients, les candidats, si on reste sur le pan RH. Et en fait, ça va rattacher un peu le troisième point, c'est que en termes de crédibilité, on va pas être au top. Ça me fait d'ailleurs la transition sur le troisième point. Les erreurs humaines vont coûter de l'argent à l'entreprise et de la crédibilité. Donc, quand vous gérez, je ne sais pas moi, 100 leads par mois, 50 candidats, 200 tickets support, forcément, il va y avoir des erreurs. C'est humain. On va passer à côté de choses. On va oublier un lead dans le CRM. On va oublier de relancer un client. On va avoir une mauvaise qualification sur le profil d'un profil candidat. Et en fait, chaque erreur va coûter de l'argent à l'entreprise. Un lead qualifié, c'est un commercial qui va passer 2 heures sur une opportunité qui, au final, n'était pas réelle. Une relance oubliée, c'est un client qui va partir chez un concurrent. Une erreur de qualification sur un profil candidat, c'est un mauvais match candidat poste qui va vous faire perdre, vous, du temps en tant qu'RH. Donc, pour le coup, on va estimer grosso modo, ça dépend des entreprises, mais on peut estimer entre 10 à 20% du chiffre d'affaires qui va être potentiellement perdu ou en tout cas d'un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires par des choses qui sont des micro-erreurs, mais qui au quotidien vont s'accumuler. Et ensuite, le dernier point, mais ce n'est pas le moindre, c'est le niveau d'exigence qui a explosé ces dernières années.
Aujourd'hui, un prospect qui va, remplir un formulaire, ou en tout cas qui va faire une demande de contact, je l'ai fait encore personnellement hier, sur un site, sur lequel j'ai commandé. En fait, on s'attend régulièrement à avoir une réponse quand même assez rapide. Pour le coup, j'ai toujours pas eu de réponse. Et en fait, en termes de niveau d'exigence, c'est problématique parce que si vous voulez faire en sorte que vos opérations suivent le niveau d'exigence qui est constamment en train d'augmenter, ben, il va falloir recruter plus. Le recrutement va impliquer aussi des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on peut recruter ce type de profil sur le long terme? Est-ce que c'est plutôt du recrutement assez court-termiste? Et donc, typiquement, c'est des questions aussi qui va être important de se poser. Et c'est un constat, nous, qu'on voit régulièrement, qu'on discute avec des prospects. Euh, Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si Caroline, tu l'as lancé la deuxième question. Ça pourrait être intéressant de savoir un peu, vous, en termes de comment dire, de, de problèmes de recrutement, quels peuvent être les problèmes de recrutement les principaux? Est-ce que c'est de la qualité du sourcing, des tâches trop chronophages, un budget trop élevé, etc. Ça peut être intéressant parce que nous, ça nous permet aussi de nourrir un peu le playbook qu'on a des problématiques rencontrées par nos clients et par les prospects sur le marché. Qui est Emma? Avant de faire la démo, intéressant de voir d'où vient la concrétisation de la construction d'Emma. Elle vient en fait d'un client qu'on accompagne depuis pas mal d'années sur d'autres sujets, pas forcément des sujets IA. On les accompagne depuis 2022. C'est un cabinet de recrutement et on les a accompagnés sur pas mal de produits digitaux. On a créé leur ERP en interne, on a aussi retravaillé leur CRM. Donc, on a fait pas mal de chantiers digitaux avec eux et on les a accompagnés dès le début de l'aventure parce qu'on les connaissait, etc. Et parce qu'ils avaient de l'expérience, c'est des profils assez expérimentés dans ce milieu-là, ils ont été à même et ils ont pu en fait scaler leur activité assez rapidement, donc avoir une croissance rapide. Qui dit croissance rapide dit que derrière, on n'a pas forcément les équipes qui peuvent assumer cette croissance rapide. Et en fait, les volumes de mandats, de candidatures, etc., à traiter, on va exploser. Et donc, en fait, ils n'arrivaient pas tellement à suivre malgré les outils digitaux sur mesure qu'on leur avait créés. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, OK, il y a peut-être maintenant, en dehors des outils qu'on a pu vous créer, votre CRM sur mesure, votre ERP, etc., il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on se pose sur les pans de vos activités et les process qu'on peut optimiser et qu'on peut à la limite automatiser. Et donc, c'est de là qu'est née Emma, donc il y a eu une version 1, version 2, version 3. Emma a grandi au fur et à mesure. Et nous, chez Cube, ce qu'on aime bien mettre en place quand on met un agent, quand on crée un agent IA from scratch, hein, ou qu'on le place chez un client, c'est que pour nous, un agent IA, même si c'est qu'une machine, doit avoir en fait un poste, un périmètre à respecter, comme vous pourriez avoir vous-même dans votre travail un périmètre à respecter. C'est pas le mouton à 5 pattes qui va pouvoir à la fois faire du marketing, faire du commercial, faire du recrutement, etc. Il faut pouvoir lui définir une fiche de rôle assez précise pour qu'elle puisse le faire au mieux. Donc typiquement, nous, on l'imagine comme un collaborateur lambda et on crée, d'ailleurs, c'est un exercice qu'on fait quand on crée des agents IA, c'est qu'avec nos clients, on crée une fiche de poste pour essayer vraiment de définir quelle va être ses responsabilités et de s'éloigner du mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Donc là, Emma, ce qu'elle va faire dans ce cas-là, c'est qu'elle va avoir deux grosses casquettes, en tout cas deux gros pans sur lesquels elle va travailler. Elle va travailler sur de la qualification de profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle va être en mesure automatiquement analyser un CV, une offre d'emploi. Elle va pouvoir aller, ce qu'on appelle scraper sur des outils comme LinkedIn, les profils pour aller récupérer les meilleurs profils selon ce qu'on recherche et basé sur l'offre d'emploi. Elle va être en mesure de scorer par rapport à cette offre d'emploi. On le verra juste après comment ça marche par rapport à l'offre d'emploi et par rapport à vos critères. Elle va contacter les candidats. Ça, c'est hyper important, vous le verrez dans la démo, c'est important de rester cohérent avec votre marque employeur. Il y a un grand groupe ne va pas s'adresser forcément de la même manière à un candidat qu'une startup très early où on va être sur
une façon d'approcher le candidat un peu différente. Donc, nous, quand on configure un agent chez un client, on va aussi s'adapter à la marque employeur, à la façon dont elle souhaite communiquer, etc. Et donc ça, Emma est en mesure aussi de prendre ces règles pour pouvoir s'adapter. Elle va planifier les entretiens, elle va relancer automatiquement et gérer les confirmations, annulations, et elle va répondre instantanément aux questions des candidats grâce à une base de connaissances interne. Ça, c'est hyper important, ce deuxième aspect, c'est qu'en fait, ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est qu'avec les nouvelles générations, alors je suis pas très vieux, mais encore plus avec les nouvelles générations, beaucoup de gens ont besoin d'un process repensé, un process RH repensé, beaucoup plus immersif et beaucoup plus rapide. Et donc, pour le coup, c'est ce qu'on a essayé de faire en automatisant une partie de ces choses-là et en essayant d'améliorer l'expérience candidat. Donc l'objectif de la démonstration, il va être sur deux aspects. Le premier, c'est prospection d'un profil et le deuxième, c'est l'onboarding candidat. Je vais vous emmener sur un outil qu'on utilise, Figma. Je ne sais pas si ça vous parle. Nous, ça nous permet de quand même positionner les différents scénarios. Donc là, vous allez voir, on a le scénario pour Emma, prospection, et le scénario onboarding. Je vais vous guider case après case pour qu'on voit vraiment où intervient l'agent humain, le collaborateur humain, où intervient l'intelligence artificielle et les différents scénarios qu'on peut penser. Avant de commencer, hyper important, ça reboucle un peu ce que je disais tout à l'heure sur le collaborateur IA, nous, est perçu comme un collaborateur lambda humain, même si ça reste qu'une machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on aime bien s'intégrer aux outils déjà existants chez nos clients. Ça n'a pas trop de sens de rajouter des outils supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une conduite de changement beaucoup plus lourde. Il va falloir former les gens sur des nouveaux outils. Ça peut être des choses qui nous sont demandées de temps en temps. Mais en fait, ce qu'on aime bien faire, notamment sur une certaine typologie d'agents IA, c'est qu'un agent comme Emma, ça va être perçu comme un agent RH et donc avec lequel on va pouvoir communiquer. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est intégrer cet agent directement dans les outils du quotidien de messagerie notamment. Ça peut être Teams, ça peut être Slack, ça peut être WhatsApp, si vous utilisez WhatsApp en interne, pour pouvoir communiquer avec Emma et typiquement lui dire, bon, ben Emma, on recherche un profil de directeur financier, voici l'offre de poste, est-ce que tu peux aller me trouver sur LinkedIn des profils qui peuvent correspondre à ça? Et donc, en fait, on va, et vous le verrez dans la démo là, nous, on va s'intégrer à du Slack, à du Teams, à d'autres outils, hein, mais c'est intéressant de se dire, j'utilise déjà un outil de messagerie en interne pour discuter avec mes collègues et mes collaborateurs. Et bien, en fait, on va utiliser le même outil et on va juste intégrer Emma comme si elle avait un compte collaborateur lambda. Donc, ce qu'on va faire durant la démo, on va demander à Emma, on va lui partager une fiche de poste et une fiche d'emploi directement dans Slack. Encore une fois, ça pourrait être un autre outil, mais là, sur la démo, ça sera Slack. Emma va lire et analyser l'offre d'emploi. Donc là, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager en parallèle un autre écran. Tac, tac. Hop. Share screen. Et à la limite, je vais vous partager tout mon écran. Ça sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir switcher entre Emma et Caroline. Est-ce que tu peux juste me dire, normalement, vous voyez le Slack, c'est bon? Tout est OK. On voit très bien. Trop bien. Là, je discute avec Emma dans mon Slack comme si c'était une collaboratrice lambda. Et pour le coup, je vais lui demander quelque chose. Je vais lui dire, salut Emma, est-ce que tu peux activer la recherche de profil sur LinkedIn pour cette nouvelle offre de commercial terrain B2B? Je vais lui ajouter une offre que j'ai là, qui est une offre assez lambda, hein, une offre de commercial qu'on a récupérée sur Welcome to the Jungle. Alors évidemment, là, on est dans un cadre de démo, hein. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans la configuration de l'agence, c'est qu'on lui a demandé de nous répondre relativement rapidement, sous 3-4 minutes. Évidemment, quand c'est en production chez nos clients, ça met plus de temps. Les campagnes de recrutement sont plus longues. Là, c'était juste pour essayer de se dire, bon, mais on va réussir à faire rentrer ça dans une démo de 45 minutes. Et donc, on va avoir les premiers résultats normalement sous les 3-4 prochaines minutes. Et donc là, typiquement, l'offre que j'ai récupérée, c'est une offre Welcome to the Jungle d'un commercial terrain en Île-de-France avec de la prospection, le besoin identifier des besoins de prospects, etc. Donc, on est vraiment typiquement sur une offre d'emploi lambda, mais qui est en fait une offre d'emploi qui est réelle puisqu'elle sort de Welcome to the Jungle. Donc, on va la laisser travailler et moi, je vais revenir
sur mon, Figma pendant ce temps-là et donc sur mon Figma, donc là, elle va lire l'offre d'emploi, elle va analyser, elle va récupérer les mots-clés, voir les profils qui sont intéressants et elle va aller directement chercher les profils adaptés sur LinkedIn. Donc ici, il y a 2 cas. Même si le cas, de ne aucun profil correspond arrive, très rarement, même pendant les tests, on l'a pas trop, trouvé, mais on a quand même trouvé ce scénario parce qu'effectivement, il peut des fois y avoir des recherches sur des métiers hyper spécifiques, hyper niches et dans ce cas-là, s'il y a aucun profil qui correspond à une note, minimum de 15/20 ou de 17/20, on en parlera juste après, mais la note minimum qu'on accepte pour commencer le process avec un profil, pour le coup, vous recevrez en fin de campagne un message, sur Slack qui vous dit: «Beh, on a lancé depuis, 2 jours le process, on n'a pas de profil, adapté qui corresponde à votre recherche. Et donc, voilà. C'est un cas qui existe assez peu, mais pour le coup, le scénario a été pensé. Ça, on en parlera juste après. C'est plutôt optionnel. C'est que la plupart de nos clients aiment bien, en fait, finalement, avoir l'ensemble de leurs messages et de leurs échanges directement dans Slack, dans Teams, dans WhatsApp et n'ont pas forcément besoin d'un dashboard. Un dashboard, optionnel, enfin, la création d'un dashboard, ça peut être intéressant. Pour le coup, on va passer à côté, sur cette démo, mais c'est des choses qui peuvent être créées aussi sur mesure pour pouvoir, si vous avez besoin, pardon, d'avoir beaucoup de data sur le nombre de demandes faites, de candidatures, et cetera. C'est des choses qui peuvent être faites ou même qui peuvent se connecter à vos outils existants. Donc, on va passer plutôt sur le scénario où des profils correspondent. Donc, chaque profil que Emma va trouver sur LinkedIn va être scanné et va être noté sur une base de 20, comme nous à l'école, de 0 à 20. Et va être noté sur deux choses. Donc, le matching avec l'offre d'emploi qu'on lui a partagé. Donc, quels sont les profils que l'offre d'emploi requiert, etc. Et ensuite, la matrice de notation de l'entreprise ou du cabinet de recrutement dans lequel Emma travaille. Pour le coup, ça va utiliser ces deux bases pour pouvoir derrière définir une note sur 20. Et ensuite, au moment où nous, on va configurer Emma chez un client, on va définir une note qui est acceptable. 15 sur 20, par exemple. Mais pour le coup, c'est configurable. Ça dépend de certaines entreprises. Certaines entreprises veulent vraiment cherry on the cake et veulent uniquement des profils de 18 sur 20. Donc ça, typiquement, c'est des choses, on va en discuter au moment où on va configurer. Et après, c'est assez facilement modifiable de pouvoir modifier la note si besoin. Évidemment, si la note est en dessous ou est inférieure au profil, ça ne va pas nous intéresser, on va archiver le profil. Si par contre la note est supérieure à la note standard et à la note minimale, là pour le coup, on va envoyer le profil directement dans Slack et on va avoir un bouton dans Slack on va avoir deux boutons. On va avoir un bouton qui va nous permettre d'aller contacter d'aller voir la page LinkedIn de la personne. Et on va aussi avoir un bouton directement dans Slack qui va nous permettre d'aller contacter la personne et de lui envoyer une demande de connexion si vous n'êtes pas déjà connecté. Si vous êtes déjà connecté avec lui, ça enverra, ça sautera cette étape et ça ira directement sur l'étape qu'on va évoquer après. Mais pour le coup, vous avez un bouton directement dans Slack qui vous permet d'envoyer un message adapté pour pouvoir le contacter. Donc là, vous voyez, on l'a laissé tourner pendant 3 minutes. Encore une fois, on est sur un environnement de démo, donc ça n'a pas trop de sens. On n'a même pas mis de note minimale, vous voyez, il y a des 12 sur 20 qui ressortent. Mais typiquement, sur la base de ce que ça a pu nous ressortir, ça nous ressort des notes, ça nous ressort, un descriptif rapide. Pourquoi lui, il est intéressant? Parce qu'il est actuellement au commercial terrain chez Superfood avec des missions de prospection, négociation et fidélisation en Île-de-France. Donc même le côté, géographique est pris en compte. Et pour le coup, on va aller faire un exemple, je ne sais pas si, un 12 sur 20, il a un profil expérimenté, mais pour le coup, pas beaucoup voilà, c'est orienté, management et grand compte plutôt que prospection physique locale. Donc pour le coup, ce profil n'est pas hyper intéressant. Donc normalement, si vous avez une configuration d'une note minimale de 15, 16, 17, ces profils, on ne les ressort pas. Nous, on les scrape, mais on ne les ressort pas. Donc là, ce que vous allez avoir en production, là, vous avez qu'un bouton, mais dans les faits, vous allez avoir deux boutons. Vous allez avoir un bouton accéder au LinkedIn de la personne pour pouvoir avoir plus d'infos sur son profil, essayer de creuser un peu là-dessus. Et vous allez avoir un deuxième bouton. Là, vous voyez, j'ai un warning, mais c'est normal, on est en environnement de test. Vous allez avoir le bouton contacter qui vous permettra automatiquement d'envoyer un message à ce profil. Encore une fois, nous, on part du principe
human in the loop, c'est-à-dire quand même il doit y avoir un contrôle humain et tout ne doit pas être automatisé. Par contre, cette partie-là est automatisée pour derrière vous faire intervenir uniquement sur des choses qui ont besoin de sens humain et donc on vous prémâche le travail et derrière vous pouvez reprendre sur une base beaucoup plus saine. Donc là, vous allez pouvoir contacter les profils qui sont intéressants pour vous et derrière, je reviens sur ma slide, au moment où vous allez les contacter. Encore une fois, là, le message peut être travaillé, hein. Là, on est sur un message test, mais ça pourrait être, «Bonjour Caroline, nous recrutons actuellement sur le poste de commercial et votre profil nous paraît très intéressant. Êtes-vous à l'écoute du marché? Est-ce que vous êtes disponible pour échanger?» 2 possibilités, la personne va accepter ou refuser la demande de connexion et là, si elle accepte, on envoie un message un peu plus, détaillé qui dit: «Merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Nous souhaitons offrir à nos candidats un suivi plus adapté et immersif. Ainsi, je vous propose, si vous êtes intéressé par le poste, de nous envoyer un message WhatsApp au 06», on donne le numéro, «en mentionnant votre prénom et nom de famille. Nous pourrons par la suite échanger sur les prérequis du poste. Si le poste vous correspond, organiser le premier entretien. N'hésitez pas non plus à poser l'ensemble des questions sur l'entreprise». Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on a vu la prospection directement depuis Slack. On a vu tous les profils que ça nous avait ressortis. Et là, on va passer sur la phase d'onboarding qui va se faire directement dans notre test sur WhatsApp. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager WhatsApp. Je vais essayer de vous partager les 2 écrans en même temps. Hop, on va faire ça. Caroline, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois les 2 écrans? Ouais, c'est impeccable. Trop bien. Comme ça, hop, on pourra faire les 2 en même temps. Donc en gros, ce qu'on va faire là, c'est qu'en tant que candidat, j'ai reçu mon message, je suis intéressé par le poste. On me donne le numéro sur lequel je dois contacter le RH, et pour le coup, je vais envoyer mon message à Emma, la RH et donc hop, je vais juste agrandir cette partie-là, comme ça, voilà. Donc moi, ce que je lui demande: «Bonjour Emma, comme convenu sur LinkedIn, je reviens vers vous pour parler plus en détail du poste de commercial terrain. Merci. Parfait Mehdi, je peux vous détailler les aspects clés: prospection active sur le terrain, autonomie et portefeuille et développement en Île-de-France. Vous êtes actuellement ouvert à explorer ce type de mission commerciale terrain?» Et moi, je vais lui répondre: «Oui, tout à fait. Je travaille depuis 6 ans dans l'univers commercial. Hop. Et j'aimerais trouver de nouveaux challenges. Je suis donc ouvert à en discuter.» Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs Emma. Alors la façon, encore une fois, dont on l'a configuré dans notre test, on va lui faire des 2-3 questions de préqualification. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir poser toutes les questions sur le poste, la boîte, les process, etc. Donc là, elle me dit 6 ans d'expérience commerciale, c'est un vrai atout sur ce type de poste. Pour affiner quel type de secteur ou de client vous motive le plus aujourd'hui, je peux dire au vu de mes expériences, j'ai beaucoup, ou alors je vais mettre plutôt à travers mes expériences. J'ai beaucoup aimé travailler sur des postes commerciaux dans l'univers de la tech. Et donc pour le coup, elle va me répondre, donc elle va me répondre suite à ce point. Je note que la tech est un univers qui vous motive. Justement, nos solutions B2B sont assez innovantes dans ce domaine. Vous auriez une préférence pour cibler plutôt des PME locales ou des grands comptes? Je vais dire, j'aime bien aller à la rencontre de mes clients en direct et les PME locales. Et je préfère travailler directement avec des boîtes plus petites, car moins d'inertie, lors des ventes, lors des phases de vente.
typiquement, là, donc elle essaye de saisir un peu plus en détail ce qui pourrait m'intéresser pour préqualifier mon rôle. Alors évidemment, je pourrais dire, bah, en fait, non, je cherche dans la finance. Et elle pourrait là, dans ce cas-là, elle me dirait, bah, ce poste-là n'est pas intéressant dans la finance, enfin, n'est pas un poste dans la finance. Par contre, est-ce que je peux garder votre dossier si jamais des postes venaient à s'ouvrir sur ces sujets-là? Et pour le coup, nous, on enregistre le dossier, ce qui nous permet quand même de parer aux éventuels cas de, en fait, non, le métier n'est pas enfin, le poste, pardon, n'est pas bien ciblé par rapport à ce que je recherche. Cibler des PME dynamiques correspond bien à l'approche du poste avec de la prospection directe en Île-de-France. Vous seriez disponible rapidement pour démarrer si on avançait ensemble. J'ai un préavis à respecter, mais je devrais être disponible pour, je ne sais pas moi, début février. Hop. Et donc là, typiquement, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas d'ailleurs si, je me souviens plus de quand est le début du poste, mais elle va aller chercher dans l'offre d'emploi et elle va me répondre par rapport à ça. Parfait, ton profil colle bien au poste et à la dispo début février idéal. On planifie un entretien avec notre RH pour avancer. Donc là, typiquement, on voit qu'il y a elle me tutoie parce qu'on l'a configuré de manière assez souple à ce niveau-là. Typiquement, si on devait placer ça dans un grand groupe, peut-être que de par la taille de la boîte, peut-être qu'on serait dans une approche un peu différente. Oui, très intéressé pour avancer. Et donc là, elle a bien ciblé au travers de 3-4 questions. Elle s'est dit, bon, ben, OK, grosso modo, le premier fit, il a été fait sur LinkedIn. Les premières questions, aller-retour de questions sur WhatsApp, permet et ensuite, là, on va aller sur de l'humain. Et donc, sur de l'humain, on va proposer à notre profil d'avancer sur une prise de rendez-vous RH. Et donc, typiquement, ce qu'on ferait dans ces cas-là, c'est qu'on ferait une proposition, on connecterait un calendrier qui nous permettrait d'avoir les disponibilités de notre client et donc on avancerait sur ce rythme-là. Ce qui est intéressant aussi à avoir, bon, on pourra aller beaucoup plus loin dans les questions-réponses. Ce qui peut être intéressant à avoir, alors en test, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être modifier. Alors bon, ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est à la limite de simuler des questions-réponses sur la boîte. Ce qui est intéressant, c'est peut-être la deuxième partie de ce flowchart, c'est de se dire, OK, en fait, ce qui est important à travers Emma, c'est de pouvoir pousser des questions réponses pendant le process de recrutement. On a tous passé des entretiens de recrutement. Ce qui est intéressant en tant que candidat, c'est de savoir, OK, est-ce que je peux faire des allers-retours sur des questions bien définies? J'aimerais bien en savoir plus sur la structuration des équipes. J'aimerais bien en savoir plus sur sur les produits de l'entreprise, sur la politique congé, etc. Et c'est toujours intéressant d'arriver au premier entretien avec tout ça en tête pour être certain qu'on a un bon fit. Donc là, bon, typiquement, elle m'a envoyé le lien Calendly. Je suis content, j'ai mon lien Calendly, je peux booker n'importe quel rendez-vous. Donc, disons, je vais booker une date pour le 18 à 10h30. Hop. Et donc là, je vais lui dire le rendez-vous est pris. Alors, j'ai pris rendez-vous pour le 18 décembre. Avec une faute, mais bon, elle va comprendre. Et donc, pour le coup, parfait, je note pour le 18 décembre, l'équipe RH est prévenue et pourra préparer l'échange en fonction de ton profil. Donc, typiquement, merci beaucoup. Vous pourrez rajouter des smileys. Normalement, elle va s'adapter un peu à la façon dont la personne écrit. Et donc, là, je vais pouvoir, en fait, je reste dispo sur WhatsApp. Je vais pouvoir lui poser des questions. J'aimerais savoir
comment sont structurées les équipes commerciales. Hop. Pouvez-vous m'en dire plus? Oula, j'ai oublié. Hop. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 fautes. Autant pour moi. Hop. Et donc, bien sûr, Mehdi, l'équipe commerciale est organisée par zone géographique. Chaque commercial gère son secteur en autonomie avec un portefeuille de PME à développer. Nous avons aussi un manager de proximité qui anime les réunions d'équipe hebdo en agence pour partager les infos terrain. Je vois que vous êtes bien organisé. Et là, on va pouvoir en fait, pour le coup être en mesure de faire des questions-réponses, de poser plein de questions sur comment je peux préparer au mieux mes tests techniques, comment sont structurés les entretiens. Est-ce qu'il y a des tests techniques? Comment se passe mon premier jour, l'onboarding d'un nouvel arrivant? Ça, c'est une question qu'on pourrait lui poser. C'est vrai, cette structure aide beaucoup sur le terrain, elle facilite les échanges. Vous aimeriez que je vous explique aussi comment se passe l'onboarding des nouveaux commerciaux? Avec plaisir. Pour le coup, elle va essayer de répondre à toutes les questions, toutes les interrogations qu'un candidat peut avoir au moment du process de recrutement. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet quand même d'avoir en termes d'expérience quelque chose de plus agréable pour le candidat, et de ne pas arriver avec des ombres ou des questions sans réponse. Et là, ça permet aussi de mieux qualifier les profils, être certain que le profil est bien intéressé par le poste. Et donc, ce que va faire Emma, typiquement, il n'y a pas de tour de magie, c'est qu'on a défini avec notre client une base de connaissances. Et dans cette base de connaissances qui peut retrouver, sur lequel on peut retrouver plein de sujets, hein, l'onboarding, les salaires, les process de recrutement, les structurations des équipes, les produits de l'entreprise. Toute cette base de connaissances, on la travaille avec le client. Et en fait, quand on pose une question à Emma, elle va aller taper cette base de connaissances et répondre en fonction de ce qu'on retrouve dans cette base de connaissances. Et donc, typiquement, on va pouvoir faire des allers-retours. Évidemment, si je lui pose quelque chose sur laquelle elle n'a pas accès, elle va nous dire, bon, je n'ai pas cette information, je te propose qu'on en discute durant ton entretien. Mais au moins, le candidat arrive préparé avec pas mal de réponses à ses questions et c'est beaucoup plus agréable pour lui. Et vous, de votre côté, ça vous fait aussi gagner du temps et pas toujours répondre aux mêmes questions. Donc, parfait, l'onboarding dure environ 1 heure de présentation de l'entreprise et produits, formation terrain avec un commercial expérimenté et accompagnement progressif sur vos premiers rendez-vous. Donc voilà, c'est clair pour moi. Je pourrais poser une quinzaine de questions comme ça. Je vois qu'il est déjà 12h12. L'idée, c'est de ne pas trop faire durer les choses. Mais en tout cas, on avait envie d'être concret sur la présentation. Je vais juste repartager plutôt ça. On avait envie d'être assez concret. C'est un peu l'objectif de ces webinaires, c'est de faire en sorte d'être le plus concret possible sur les cas d'usage. Encore une fois, ça, c'est un cas qui pourrait fonctionner sur des sujets qui ne sont pas forcément RH. Alors, il faudrait reconstruire un peu un agent plus adapté. Mais le cas RH est assez parlant parce qu'on va être sur de la préqualification, en tout cas sur de la chasse de profils et sur de la préqualification de profils et sur de l'amélioration d'onboarding. Donc ça, c'est un cas d'usage qui nous a été remonté pas mal de fois, mais on pourrait très bien adapter Emma à d'autres choses. Mais c'est pour vous dire que il y a des process dans vos boîtes qui peuvent être automatisés. Encore une fois, n'automatisons pas tout, ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles vos collaborateurs humains ont beaucoup plus de valeur à apporter que sur des tâches qui sont des tâches chronophages, qui n'apportent pas forcément de la valeur, mais qui sont aujourd'hui un prérequis pour faire avancer les choses. Et en fait, on se rend compte que ces prérequis-là, certains de ces prérequis-là peuvent être automatisés, donc c'est ce qui est intéressant. Donc, grosso modo, les résultats concrets sont, je vais aller assez vite, hein. L'avantage avec les logiques d'IA, d'agents IA, c'est que contrairement à du développement d'outils sur mesure, de RP, etc., l'agent IA, on va être en mesure de faire un ROI, une approche héroïste de combien ça me coûtait avant de gérer ce process, combien
de chiffres d'affaires je loupais grosso modo, combien de chiffres d'affaires il y avait, de manque à gagner il y avait et combien en fait me fait gagner, la mise en place de mon nouvel agent, IA. Ça, c'est intéressant parce que c'est des parallèles qui sont assez facilement, réalisables en audit. À savoir que l'IA, ça coûte quand même de l'argent. Générer des questions-réponses, et cetera, vous allez à chaque fois utiliser des tokens et donc pour le coup, ça coûte. Mais si c'est bien périmétré, si c'est bien cadré, ça coûtera souvent beaucoup moins cher que ce que vous coûte votre process actuel. Ce qui est intéressant aussi, on parlait tout à l'heure de fiabilité, c'est le côté erreur. Être certain que en fait, des tâches, avoir beaucoup trop de tâches chronophages fait que l'humain, par définition, va faire des erreurs, ce qui ne sera pas le cas de la machine quand elle est bien périmétrée, quand elle est bien paramétrée et que ce n'est pas le mouton à cinq pattes. Quand elle connaît sa fiche de poste, elle fait beaucoup moins d'erreurs. Elle a une disponibilité. Là, on l'a fait à 12 heures, mais j'aurais pu le faire à minuit ou à 3 heures du matin. J'aurais eu mes questions-réponses. Donc, elle va avoir une disponibilité immédiate. C'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément dans l'embauche. On peut continuer de croître, optimiser certains process et donc pas forcément en doublant le nombre d'effectifs. Et ensuite, on a des résultats immédiats parce qu'une fois que c'est en route, eh bien, la machine n'a pas tellement de temps d'onboarding. Dès qu'elle est périmétrée et qu'elle est paramétrée pardon, et qu'elle est mise en déploiement, elle est fonctionnelle. Donc, c'est des résultats qui sont concrets et sur lesquels nous, on essaye aussi de travailler en amont de l'intégration pour vraiment être certain de savoir ce qu'on va placer chez nos clients. Pas mal de cas, je vais pas aller, on a déjà dépassé, je vais pas m'attarder dessus, mais en fait, on a travaillé sur pas mal de secteurs différents. Comme je vous disais au début de la réunion et du webinaire, l'idée c'est de faire des webinaires réguliers parce que ça permet de définir des cas d'usage, de vous montrer certains cas d'usage qui sont assez concrets pour que ça puisse aussi faire émerger des interrogations dans votre esprit. Et donc, nous, on est complètement disponible. Pour pouvoir en discuter, voir avec vous ce qui peut être fait, ce qu'on ne conseille pas de faire, mais il faut avancer petit à petit. Donc, vraiment avec cette réflexion de comment je peux mettre en place des quick wins, un premier agent IA, mais assez simple, mais derrière qui pourra me permettre d'avoir une fondation assez solide pour pouvoir faire grossir mon équipe d'agents. Mais il faut toujours commencer simplement, sans avoir trop de monde, trop d'agents IA à gérer en parallèle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si effectivement, je crois qu'il y a un bouton de contact direct. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en discuter. Ce n'est pas engageant, mais ça vous permet aussi de pouvoir voir ce qu'on a fait d'autre en dehors de ce cas d'usage et de voir ce qui est faisable chez vous. Donc voilà, pour le coup, je pense qu'on arrive un peu au bout de la présentation. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Eh bien, écoute, je crois, Mehdi, que tu as été très, très clair Ouais, très puisqu'on bien. n'a pas eu spécialement de questions. Donc, c'est le moment si jamais il y a quelque chose dont vous avez besoin d'éclaircissement. Exactement, c'est le moment. S'il y a pas de questions, bon, bah, effectivement, c'est qu'on a été plutôt clair. Encore une fois, n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà un rendez-vous qui a été pris, top. Et beh, hésitez pas, si vous avez, des questions, vous pouvez effectivement me contacter en direct. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a un peu débordé. On a passé pas mal de temps sur le cas d'usage, mais c'était assez important qu'on puisse faire le tour de ce qui est faisable. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense effectivement qu'il y a pas de questions supplémentaires, donc je vais pouvoir, vous laisser aller manger. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et merci Caroline pour ton aide sur la gestion de tout ça. Avec plaisir. Merci à tous, très bonne fin de journée. Au revoir.